Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Lutter contre les stéréotypes et renforcer l'accès des filles aux filières scientifiques, c'est l'une des missions du plan Filles et Mathématiques lancé par Elisabeth Borne. On en parle avec nos invités dans la première partie de notre émission. 4 minutes pour réviser un moment clé de l'histoire. C'est le projet de la série Histoire de réviser qui est disponible sur la plateforme Lumni France Télévisions. On en parle avec son co-auteur. Ce sera en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Guillaume Buin fera la lumière sur les accords du nucléaire et la guerre déclenchée ce week-end entre Israël et l'Iran. Mais tout de suite, place à l'actu avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi du baccalauréat avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Et les élèves se sont levés tôt puisque le coup d'envoi a été donné à 8h. 532 065 lycéens qui ont découvert leur sujet. Et pour le bac général, cette question, notre avenir dépend-il de la technique ou encore la vérité est-elle toujours convaincante? Et puis pour celles et ceux qui ont choisi la filière technologie, sommes-nous libres en toutes circonstances ou encore avons-nous besoin d'art? Vous aussi qui nous regardez, vous avez 4 heures car c'est le temps justement sur lequel ont planché tous les lycéens, des cerveaux qui ont chauffé pour cette épreuve de coefficient 8 en voie générale et 4 pour la voie technologique dans le calcul donc de la note finale de cet examen et le bilan à la sortie justement de cette épreuve. Écoutez, ces quelques réactions. Je dois être honnête, les deux sujets, je voulais pas les avoir. J'avais zappé les deux dans les vidéos de révision, mais ça va, je crois que j'ai réussi. Oui, ça va. J'ai fait vérité. J'ai fait vérité absolue, vérité personnelle et vérité partielle. T'as fait 3 parties? Trop bien. Personnellement, j'étais assez surpris parce que c'était la liberté qui était tombée. Je me suis dit, c'est un peu le sujet basique. Je me suis dit, il faut pas quand même le refaire, mais c'est retombé. J'ai fait 7 pages. Comme référence, j'ai mis la pierre de Spinozas. Donc en fait, c'est quand on lance une pierre et que la pierre prend conscience en plein milieu de la chute. Elle pense qu'elle est libre alors qu'en fait, on lui a imposé une trajectoire. Du coup, j'ai utilisé ça. J'espère qu'il n'a pas écrit Spinozas. Non, mais heureusement que c'était pas l'oral. Que c'était à l'écrit, non, c'est Spinoza, on précise, le philosophe bien évidemment. Bon, et il y avait bien, non mais rassurez-moi, il y avait donc les deux sujets plus une analyse de texte. Il y avait l'analyse de texte, quoi qu'il arrive, pour le bac général et le bac technologique. Alors, c'est pas terminé, bien évidemment, puisque rendez-vous demain et jusqu'à jeudi pour les épreuves de spécialité. Pour vous en citer quelques-unes, il y a notamment l'histoire, géographie, la politique, la biologie, l'écologie ou encore l'humanité et la littérature. Puis il y aura ensuite, le fameux grand oral, ce sera du lundi 23 juin, donc la semaine prochaine, et le mercredi 2 juillet. Les résultats, ce seront le vendredi. Et depuis la réforme en 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur le contrôle continu, 60% justement pour ces épreuves de terminale. Ainsi, et on ne l'oublie pas, que l'épreuve de français qui est anticipée à l'écrit et à l'oral. L'an dernier, 96% des candidats de la filière générale avaient obtenu leur bac, 90% pour les filières technologiques. Et cette année encore, les fraudes seront prises très au sérieux, Guillaume. Oui, car on a eu quelques chiffres qui ont été dévoilés. Elles ont augmenté ces fraudes de 14% sur une année entre 2023 et 2024. L'an passé, les 3/4 des 560 cas de triche examinés lors du bac ont été en commission disciplinaire et ont été sanctionnés. Près de 4% avec l'interdiction ferme de passer justement le bac. Plus de la moitié sont dus notamment à l'utilisation des nouvelles technologies, les smartphones, les montres connectées ou encore les tablettes. Les anti-sèches traditionnelles représentent 27% de la fraude et puis 5% via l'intelligence artificielle. On rappelle pour les prochains jours que si vous fraudez, il y a 2 types de sanctions administratives avec le blâme et l'interdiction de passer le bac pendant au minimum 5 ans. Le candidat qui est surpris aussi à tricher en cours 3 ans de prison, 45 000 € d'amende pour faux et usage de faux, 3 ans de prison et 50 000 € d'amende pour des falsifications de documents. Et puis si là c'est carrément une substitution d'identité, en gros si ce n'est pas vous qui vous rendez aux épreuves, on est à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende, ça vaut peut-être pas le coup. Bon, on passe aux maths désormais. Redonner aux élèves le goût des mathématiques, c'est l'objectif du gouvernement qui instaure pour l'année prochaine une nouvelle épreuve anticipée de maths pour les élèves de première. Et seront concernés les bacheliers de la filière générale et technologique. Il n'y aura donc pas de jaloux, qu'ils aient choisi ou non d'ailleurs la spécialité mathématique. Cette mesure fait partie, vous le savez, du plan d'orientation qui a été présenté il y a peu par la ministre Elisabeth Borne. Et pour s'y préparer, on a donc 1h30 obligatoire par semaine de mathématiques, une épreuve qui a pour coefficient 2. C'est d'ailleurs l'incompréhension pour Mélanie Guenel, et professeure, membre du collectif Maths et Sciences. C'est un mauvais signal quand on dit que c'est un coefficient qui est 5 fois inférieur à celui du français. Ça veut dire que les maths, c'est 5 fois moins important. C'est extrêmement compliqué.
d'enseigner des choses pour de vrai avec 1h30 seulement dans une discipline où on doit pratiquer et s'entraîner. Ça va créer du stress parce que le prof, il va avoir besoin de finir le programme. Et si le programme est trop lourd, c'est pas parce qu'il va aller plus vite qu'il va améliorer le niveau des élèves. Au contraire, il va plutôt les dégoûter. Alors, il s'agit d'une épreuve qui va durer 2 heures en 2 parties. Il y aura dans un premier temps un QCM avec plusieurs questions donc et 2-3 exercices pour tester la bonne mobilisation des connaissances et des compétences mathématiques. On en vient à ce rapport du Sénat qui alerte sur la hausse des heures de cours non remplacées. Et pour effectivement avoir ces cours de maths, il faut qu'il y ait des professeurs. Or, en moyenne, une classe perd plus de 4% d'heures de cours sur une année. Pas acceptable pour les sénateurs qui appellent tout simplement à revoir la politique du remplacement. Pour vous donner quelques chiffres dans le premier degré, 7,5 millions de demi-journées d'absence comptabilisées sur une année 2023-2024, une augmentation de plus de 17% par rapport à 2018. Pour ce qui est du second degré, cette fois-ci public, 17 millions de journées d'absence de longue durée. Là, on parle là de plus de 15 jours ont donc été comptabilisés. Là encore, c'est en augmentation de 15% par rapport à 2018. Et tout cela a un coût environ 4 milliards d'euros. Là aussi, ça augmente. Alors, le sénateur rapporteur Olivier Paccaud appelle à faire en sorte que déjà les formations soient assurées en dehors des heures de cours et non pas pendant. Il propose aussi d'optimiser l'organisation du remplacement en augmentant notamment le vivier de remplaçants et non de contractuels. C'est ce qui ressort. Autre recommandation, améliorer l'attractivité de la fonction de remplaçant. Et on continue ce JT avec le collège Stanislas qui est de nouveau dans l'actualité. Les 2 députés en charge de la commission sur les violences dans les établissements ont écrit à la ministre Elisabeth Borne. Et je cite, en tant que co-rapporteur, il est de notre devoir de vous signaler une intervention de la chef de l'inspection générale de l'époque, Caroline Pascal, qui est l'actuel numéro 2 du ministère de l'Éducation, qui soulève, je cite toujours, des interrogations quant à son intégrité professionnelle. Violette Spilbout et donc Paul Vannier appellent la ministre actuelle à prendre les mesures qui lui semblent opportunes. On rappelle qu'il y a eu plus d'une centaine d'auditions réalisées dans le cadre de cette commission, notamment des inspecteurs de l'inspection générale de l'Éducation nationale chargés du contrôle de cet établissement Stanislas qui, là aussi, on le rappelle, cet établissement est visé par des accusations d'homophobie et de racisme. Plusieurs inspecteurs avaient participé à cette enquête en 2023. Ils avaient notamment pointé le rôle de Caroline Pascal qui semblait alors à cette époque balayer les accusations d'homophobie et de racisme au sein de l'établissement. Sur un autre sujet, les écrans encore et toujours dans le viseur du gouvernement. Et cette fois-ci, c'est la ministre de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, qui s'empare de ce sujet, qui promet d'interdire notamment leur exposition, et ce, dès le plus jeune âge, notamment entre la naissance donc et l'âge de 3 ans. Écoutez à ce sujet l'avis de la pédiatre et cofondatrice du collectif Surexposition Écran, Sylvie Duosica. C'est un message très fort et ce message très fort va cautionner les informations que pourront donner les soignants, les éducateurs, ce qu'ils n'avaient pas suffisamment en tous les cas, et puis les parents aussi qui étaient des fois dans le doute d'une influence de YouTube Kids ou autre en disant c'est pédagogique, votre enfant va apprendre l'alphabet, alors qu'en fait c'est pas du tout ce qui se passe, ils n'apprennent encore une fois rien. C'est un message fort. Bien sûr qu'on mettra pas un gendarme derrière chaque porte, mais on le sait par exemple pour le tabac, pour l'alcool, pour la fessée, eh bien ces messages très forts font que les parents cheminent et comprennent ensuite qu'il y a un problème avec ce mauvais usage de l'écran. Et selon la ministre, donc, cette interdiction va devoir s'appliquer partout, y compris à la maison, bien que les autorités, et là elle le dit une nouvelle fois, ne peuvent pas aller chez les gens pour vérifier. C'est une façon d'insuffler l'idée que cela ne se fait pas, justifie la ministre. Mais qu'en pensent justement les parents? Je propose d'écouter quelques réactions. Comment elle va l'interdire légalement à la maison? Je sais pas. Non mais après on est d'accord que les enfants, bon les écrans faut les limiter, mais après de là à l'interdire légalement, comment ils vont encadrer tout ça? Je pense qu'il faut mettre beaucoup plus de moyens pour sensibiliser, vraiment montrer le danger des écrans aux parents. Il y a quelques petites affiches quand on va chez les pédiatres, mais c'est clairement pas suffisant. C'est important que ce soit ancré dans la loi. Après techniquement, c'est sûr que aller contrôler ça c'est juste impossible. Maintenant si les parents se sentent pas assez responsables pour interdire ça pour leurs enfants, faut en passer par là, oui. C'est une très bonne mesure. Et la ministre prévoit de publier notamment un arrêté interdisant donc les écrans dans les lieux publics et donc jusqu'à l'âge de 3 ans. Et ce nouveau geste du gouvernement pour les familles qui cherchent à faire garder leurs enfants. Car aujourd'hui, 3 forfaits sont proposés. Ils permettent notamment d'avoir un financement de l'État pour prendre en charge une partie de cette garde. Le complément de libre choix du mode de garde, c'est son nom, bénéficie à 700 000 familles tout de même, des enfants qui sont confiés donc soit à une assistante familiale ou alors les parents les font garder par une nounou par
par exemple à la maison. Le montant dépend de 3 facteurs. Écoutez Catherine Vautrin, la ministre du Travail. Si vous avez un enfant, 2 000 € de revenus mensuels, ça vous coûte 350 € de reste à charge par mois, ce qui n'est pas neutre. Là, l'idée, c'est de regarder le revenu de la famille, sa composition, le nombre d'enfants, le nombre d'heures nécessaires en fonction de vos activités professionnelles. Et ça permet, sur cet exemple de cette famille, d'avoir un reste à charge qui passera à 200 € par mois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai sur tout l'éventail des revenus familiaux, ce qui veut dire que même des familles plus aisées peuvent avoir un complément plus important. Par ailleurs, ce libre choix de garde va être étendu à partir du mois de septembre, passé de 6 mois à 6 ans à 12 ans pour les familles monoparentales. Une nouvelle fois, écoutez la ministre. Jusqu'à maintenant, cet accompagnement financier allait jusqu'aux 6 ans de l'enfant. J'ai décidé que dans le cadre des familles monoparentales, nous allions aller jusqu'à 12 ans. Je ne veux plus d'enfants avec la clé de la maison autour du cou parce qu'il n'y a personne pour s'occuper d'eux. À 7 ans, vous ne pouvez pas rentrer tout seul à la maison sans être accompagné. Et bien là, avec cette augmentation du forfait, ça permet aux familles monoparentales, on va se le dire, la plupart du temps, des mamans solo qui sont toutes seules à gérer, elles ont besoin de cette aide. Puis concernant les familles dont les parents sont séparés, là aussi, une aide sera versée aux 2 parents en proportion du moment où, bien sûr, ils ont la garde. Merci Guillaume pour ce JT. Alors que la période d'examen et les admissions en cursus supérieur bat son plein, eh bien, peu de filles se lancent dans les filières scientifiques. Pour renforcer l'attractivité de ce secteur et déconstruire les préjugés type les filles sont des littéraires et les garçons des matheux, un plan a été lancé par la ministre de l'Éducation. On en parle avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Marion Denis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet du think tank Vers le haut. Merci d'être avec nous. Coralie Deleforge, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de programme mixité de la Fondation C'est Génial. Elisabeth Borne a présenté son plan filles et mathématiques. Je cite, lutter contre les stéréotypes, ouvrir le champ des possibles. Alors la question que je vous pose, et elle est assez vaste, il y en a plusieurs même d'ailleurs, mais est-ce que c'est vraiment une question de stéréotypes? S'il existe la même appétence chez les filles comme chez les garçons pour les maths en primaire, c'est ce que vous définissez avec les différentes enquêtes que vous avez menées, notamment au sein du think tank Vers le haut. Pourquoi il y a un changement qui s'opère en primaire, à savoir à partir du CP? À quel moment cela bascule et pourquoi surtout? Peut-être Marion Denis. Alors c'est vrai qu'on entend souvent que les filles seraient meilleures en lettres et les garçons meilleurs en mathématiques. Et c'est vrai que dès le CP, on observe un écart de performance en mathématiques au détriment des filles, alors qu'il n'y a aucune différence de capacité innée, notamment d'après une étude du ministère de l'Éducation nationale qui a été parue en 2023. Mais plus récemment, il y a une étude qui est sortie sur Nature Magazine. En fait, cet écart est plutôt lié à des biais de genre qui s'installent très tôt. Par exemple, les professeurs vont plus interroger les garçons en maths et les filles en français, ou vont plus féliciter les garçons sur, par exemple, leur esprit logique et les filles sur leur sérieux. Et c'est comme ça qu'en fait, les filles vont perdre confiance en elles et en leur capacité dans les matières scientifiques. Donc ce que vous ressentez, c'est une vraie perte de confiance finalement, c'est la société qui amène à cela, davantage qu'effectivement des biais cognitifs qui seraient un peu différents et qui seraient genrés. Oui, complètement. Il y a dès l'enfance avec les jeux par exemple qu'on va proposer aux enfants, les jeux scientifiques. Si on observe les boîtes de jeux qui sont proposées aux jeunes filles et aux jeunes garçons, on se rend compte que la science n'est pas du tout proposée de la même façon aux enfants. Chez les garçons, c'est tout de suite très scientifique, c'est l'idéologie du scientifique qu'on s'imagine, hein, le savant un peu fou qui est représenté, alors que sur les filles, ça va être plutôt du jardinage, de la cosmétique. On parle même pas de science en fait, on parle de jardinage, là où les garçons, on va parler de biosphère. Donc ça se crée très tôt et c'est vraiment ces stéréotypes de genre qui se créent chez les enfants dès les 3-4 ans où on commence en fait à être initié aux jeux scientifiques. Dans les constats qui sont clairs et faits, vous parlez du CP effectivement, du décrochage. Pourquoi le CP et pas la grande section ou le CM1? C'est la question. Les maths ne sont pas présentées de la même façon aux enfants à partir de la primaire qu'à partir de la maternelle. À la maternelle, on reste sur le jeu plutôt que sur l'exercice de mathématiques, là où on va commencer à avoir vraiment une vision des maths très scientifique et construite à partir de la primaire. Et là, comme était dit avant, en fait, on va
commencer à orienter différemment les enfants. L'exercice de maths n'est plus un jeu, c'est un exercice et les enseignants vont avoir un comportement différent envers les filles et envers les garçons. Et c'est là où la confiance en soi, justement, va commencer à être remise un peu en question. En fait, l'idée même de proposer les maths de manière extrêmement traditionnelle, c'est-à-dire avec des opérations, des soustractions et autres, tout d'un coup devient beaucoup plus, j'allais dire, abstrait finalement, qu'une délimitation effectivement d'un terrain de foot ou des choses comme ça qui serait bien plus facile à comprendre et peut-être moins du coup genré pour les filles comme pour les garçons. Oui, et puis on se rend compte, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que quand les élèves arrivent au CP, il y a aucun écart entre les deux et c'est au bout de 3-4 mois que l'écart se creuse. Donc un peu quand la scolarité devient formelle finalement. Mais ça veut dire que c'est la pédagogie qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça concrètement? Concrètement, déjà, en fait, il faudrait agir avant pour déconstruire ces stéréotypes, avant le CP. Il faudrait, par exemple, je sais qu'il y a une association qui s'appelle Elle Bouge, qui est très bien et qui intervient dès la maternelle et qui vient, par exemple, montrer des métiers, montrer qu'il n'y a pas, ni de métier de garçon, ni de métier de fille, ce qui permet de déconstruire avant le CP, ces stéréotypes. La référence, si vous voulez, effectivement, entre filles et garçons sur le plan du genre, elle est très marquée. C'est pas la première fois qu'on en parle ici. Il y a souvent des débats sur cette question-là. Ça fait quand même quelques années que le sujet se pose, qu'on tente de faire tomber les stéréotypes. Et c'est toujours latent, même très très présent. Vous le dites vous-même. Effectivement, poser une soustraction revient finalement à créer une scission entre garçons et filles. Mais même ça, c'est un stéréotype. Même ça, c'est en fait une fausse idée. Donc, c'est la question que je pose. Pourquoi on en arrive là? Excusez-moi, sur le plan philosophique, je n'arrive pas à comprendre. Non, bien sûr. Et en fait, avant de questionner aussi sur les enfants, c'est aussi sur les adultes qui les entourent, puisque le stéréotype, il n'y a pas que l'enfant qui est soumis à ce stéréotype de genre. C'est les adultes qui vont accompagner justement leur formation et leur orientation. Et ce sont des biais qui sont intégrés. C'est pas des biais conscients. Les enseignants de maths n'ont pas la volonté de traiter différemment les filles et les garçons. Mais on va avoir cette idée qui aurait quelque chose d'un peu inné chez les filles et quelque chose d'un peu inné chez les garçons qui font que nos comportements vont être différents en fonction de l'enfant qu'on va accompagner. Donc on va encourager beaucoup plus un garçon dans ces exercices-là, on va lui offrir plus la parole, donc ils vont être plus en confiance pour prendre... C'est un constat que vous avez fait ou c'est une idée? Non, c'est un constat. D'accord. Et qui a été fait dans beaucoup d'écoles, effectivement, en France? En France et ailleurs, oui. D'accord. Parce que la question... Moi, j'ai quand même suivi pas mal de programmes, effectivement, de CP, notamment de mes enfants et d'autres. Et la question se pose pour tous les enfants de la même manière, de l'opération qui doit être réussie ou pas, et des erreurs qui sont faites. Comment? Puisque... Pour le coup, c'est la question, c'est le sujet. Comment on focalise, comment un enseignant va focaliser davantage sur les garçons et sur les filles? Si la fille rate, c'est pas grave, on lui mettra A quand même? Par exemple, si les élèves lèvent la main, c'est des discussions qu'on a pu avoir avec des enseignants qui ont pu témoigner, par exemple, en CP. En CEP, oui, en CEP et plus tard après. Un enseignant va être plus à l'aise, par exemple, certains enseignants, et encore une fois, c'est pas conscient, vont être plus à l'aise d'interroger les jeunes garçons sur ces matières-là que les jeunes filles. Donc, ils vont les interroger plus. Donc à force d'être petit à petit écarté de la possibilité de donner une réponse, on va aussi se sentir moins légitime à le faire et être plus à l'aise sur d'autres matières. Puisqu'on parle de stéréotypes de genre aussi, est-ce que vous pensez qu'on attend autre chose des filles dans la société que de savoir compter? Oui, très certainement, oui. Justement, c'est tous les rôles un peu genrés de ce qu'on imagine, de ce que doit faire la femme et de ce que doit faire l'homme. Les filles sont plus attribuées aux matières littéraires, à l'écriture, aux langues aussi, beaucoup. Et on espère moins des filles qu'elles comptent malheureusement encore aujourd'hui. Vous partagez ce constat aussi ? Et je voulais rebondir aussi sur ce que vous posiez sur les professeurs des écoles. Justement, les professeurs des écoles eux-mêmes ne sont pas toujours confiants sur leur propre capacité en maths et ça transparaît dans leur enseignement en classe. En fait, les enseignantes qui sont largement majoritaires chez les professeurs des écoles vont transmettre leur anxiété aux filles qui s'identifient plus facilement à leur enseignante comme c'est une femme. Elles vont reproduire un schéma finalement. Tout à fait. D'accord, donc c'est un schéma qui est perpétuel. Tant qu'on n'aura pas plus finalement de maîtres à l'école, on se retrouvera dans les mêmes conditions, si je comprends bien. Ou de femmes qui ont suivi des études scientifiques et qui sont maîtresses d'école justement. Bien sûr. Nous sur nos ateliers, on a des statistiques justement après avoir réalisé les ateliers. Alors c'est plutôt sur du collège ou du lycée qu'on a ces statistiques, mais les enseignants justement, on a quasiment 87% des enseignants qui déclarent que grâce à l'atelier, ils ont pris conscience de l'existence de stéréotypes de genre dans les métiers scientifiques.
On arrive déjà au collège-lycée et les enseignants prennent conscience de ça seulement après l'atelier. Donc ça veut dire qu'il y a toute une formation des enseignants aussi à travailler. Mais sauf que l'alerte, elle a été faite beaucoup au collège et au lycée, mais ce que vous dénoncez là aujourd'hui, et qui est quand même assez intéressant, c'est que ça commence très tôt, finalement. Ça commence à 6-7 ans. Donc en fait, c'est là où tout, finalement, va se jouer. L'appétence pour les maths, la faculté a aussi l'importance de la confiance en soi. Et puis il y a aussi la notion d'espace, une notion qu'on retrouve beaucoup sur les cours de récréation. Et c'est là aussi où je pense que c'est dans un des rapports de Vers le haut, où vous dénotez effectivement cette non-existence, en tout cas cette omniprésence des garçons au centre même de la cour de récréation. Oui, il y a une étude qui montre que 90% de l'espace de la cour d'école est occupé par seulement 20% des élèves, qui sont majoritairement des garçons, ce qui montre bien comment les garçons prennent un peu l'espace public et les filles se mettent toujours en marge. Donc ça, c'est très parlant de comment les filles vont se projeter après dans la société. En quoi ça joue sur le rapport maths et filles, le fait que l'espace, justement, soit genré, selon vous, Floraille Delaforge? Oui, bien sûr. Je pense que dans les matières scientifiques, on a besoin de se tromper, d'oser beaucoup, puisque c'est comme ça aussi qu'on fait la science. Et si on ne nous apprend pas justement à prendre un peu d'espace, à prendre la parole, à exister en fait dans la pièce, ben on va moins oser, surtout quand c'est justement dans des matières où on est généralement moins représenté, moins encouragé à être présente. Si déjà on m'encourage pas à le faire et qu'en plus dans le reste de mes espaces de vie, je ne suis pas encouragée à prendre de la place, il y a peu de chances que j'ose derrière. Mais c'est vraiment qu'une question de confiance et d'encouragement, le fait que les filles se désintéressent? C'est la base du problème. Si les filles prennent confiance en elles, elles ne vont pas s'autocensurer et elles vont... Par exemple, j'étais à un événement de Vers le haut et on posait la question au public, est-ce que vous avez déjà renoncé à un choix d'orientation par manque de confiance en vous? Et la plupart des personnes qui ont répondu oui étaient des femmes. Ça montre bien que les femmes, oui, on s'autocensure, on ose moins et donc il faut que les petites filles, les jeunes filles prennent confiance en elles dès le plus jeune âge. Si je peux rebondir là-dessus, la confiance en soi, elle vient de nous-mêmes, mais elle vient aussi des gens qui nous entourent. Et par exemple, actuellement, en profession scientifique, il y a 40% des femmes qui ont suivi des études scientifiques qui, en un moment, ont été découragées, soit par leur enseignant, soit par leur entourage. Donc il y a la confiance qu'on a nous-mêmes, mais aussi la confiance que nous donnent les gens autour de nous et comment on est accompagné vers ces filières. Si on poursuit, 40%, effectivement 42% en terminale scientifique, puis après, elles ne sont plus que 25% à suivre des études supérieures en mathématiques, par exemple, ou en tout cas en ingénierie ou dans des filières scientifiques. Comment justement appréhender ce constat? Qu'est-ce qui se passe entre le bac et les études supérieures pour que les filles lâchent la rampe? Les choix d'orientation, la sécurité, la représentation. Est-ce que j'ai autour de moi beaucoup de femmes qui se sont orientées dans ces secteurs-là? Est-ce que dans les médias, je vois beaucoup de femmes qui font ces carrières-là? Et est-ce que finalement, j'y ai ma place si je n'ai pas de quoi m'inspirer? Donc c'est vraiment ça qui à un moment va finir par jouer. C'est pour ça que c'est important de déconstruire les stéréotypes dès le plus jeune âge, mais par contre, dans l'âge d'orientation, de période de charnière d'orientation de seconde à la terminale notamment, c'est important que les jeunes filles voient des rôles modèles et qu'elles puissent se projeter dans un métier incarné. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'exemples finalement de scientifiques, de mathématiciennes, de physiciennes. Ça fait partie des mesures proposées dans le cadre du plan d'Elisabeth Borne, effectivement le plan filles et mathématiques, ces fameux rôles modèles avec des rencontres systématiques entre la 3e et la terminale. Le constat est clair en France, mais il n'est pas du tout le même dans les autres pays d'Europe, puisque la proportion de femmes diplômées dans les formations scientifiques, elle a baissé de 6% entre 2013 et 2020 aujourd'hui, alors que dans le même temps en Europe, elle a augmenté de 19%. Donc aujourd'hui en France, pardon, elle a augmenté de 19% dans le reste de l'Europe. Donc qu'est-ce qui fait qu'en France, systématiquement, on se retrouve dans cette position-là, selon vous? Une question de culture scientifique qui est peut-être moins représentée en France comparée à certains pays d'Europe. On est sacré bon en médailles Fields et autres. On est très bon, mais est-ce que c'est beaucoup montré aux élèves? Est-ce que justement c'est quelque chose qui à l'école est encouragé et montré? Peut-être que c'est une des raisons justement pour lesquelles il y a une baisse de l'orientation, notamment des jeunes filles. On revient sur la représentation. Ça joue énormément si on ne leur montre pas. Et peut-être que justement on est moins bon là-dessus parce qu'il y a moins une sensibilisation à la culture scientifique en France. Et selon vous?
Il y a aussi une étude là qui vient de sortir et on en avait déjà parlé il y a quelques années, c'est le paradoxe des égalités de genre, c'est-à-dire qu'en fait dans les pays à fort indice d'égalité, les écarts de niveau en mathématiques entre les filles et les garçons est beaucoup plus fort dans le sens et les filles vont moins s'orienter dans des filières scientifiques car en fait on va leur laisser le choix, mais comme on ne s'est pas occupé de déconstruire ces stéréotypes à la petite enfance, eh bien les filles vont finalement s'orienter vers des métiers par exemple du care, prendre du soin, ouais, du soin, pardon. Ouais, non, mais c'est même dans les filières scientifiques, elles vont aller par exemple vers les métiers de l'agro par exemple davantage que vers l'ingénierie pure, je sais pas, le nucléaire, la NASA pour parler de l'actualité. Ce décrochage des filles aussi dans les sciences sera en partie responsable des écarts de salaire. Pourquoi ? Allez-y, je vous en prie. Si on est moins présente, on a aussi moins de poids pour faire valoir notre volonté d'être traité de façon équitable avec nos homologues masculins. Donc forcément, ces écarts salariales sont historiques et sont préservés à cause de cette sous-représentation des filles dans ces secteurs-là. Mais ça veut dire aussi que ce sont des secteurs qui sont porteurs et qui sont des métiers aussi qui, entre guillemets, rapportent, dont les salaires peuvent être plus importants que le reste. Donc pourquoi on ne pousse pas les filles finalement vers ces métiers-là ? Avec le plan filles et mathématiques d'Elisabeth Borne, on pousse. Enfin, l'objectif, c'est quand même d'encourager les filles à aller dans ces filières-là. Alors, je vais parler au passé, à l'imparfait, au passé simple, si vous voulez. Pourquoi on ne l'a pas fait ? Passé composé. Parce que historiquement, en France, c'est pas des secteurs qui sont vus comme des secteurs de femmes, accessibles aux femmes, ou même pour l'histoire de la vie de famille, etc. On projette moins l'image d'une fille faire carrière dans ces secteurs-là, alors qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est des idées qui sont complètement désuètes. Toutes les entreprises aujourd'hui du secteur de l'industrie et de la science sont en recherche active de femmes à recruter. D'autant plus qu'avec le numérique, l'IA dont on parle tellement, etc., on sait très bien que dans à peine 5 ans, 85% des métiers seront dans le numérique ou via le numérique. C'est complètement impensable d'imaginer qu'il n'y ait que 25% de filles qui aillent vers ces études supérieures en filière scientifique. Et il y a encore en plus ces stéréotypes sur la scientifique, la femme scientifique, qui ne donnent pas envie aussi aux jeunes filles. Ah bon, c'est quoi le stéréotype de la femme scientifique ? Alors elle est comment ? Dites-moi tout. Elle est froide, elle prend pas forcément soin d'elle et elle est pas très belle. C'est c'est ce qui ressort des enquêtes, c'est ça ? C'est pas une enquête, mais quelle horreur. D'accord. Ah oui, c'est bien. Ça c'est bien d'avoir les stéréotypes. Non, mais c'est bien de les connaître au moins. Ça vous fait rire. J'espère que ça fait rire aussi les mecs qui nous regardent. Mais c'est fou quand même d'imaginer ça. Ça veut dire que l'idée, parce que je vous assure que l'ingénieur à boutons, on a toutes la même idée aussi. C'est un stéréotype aussi, de genre masculin. Donc c'est vrai que ça continue. On perdure encore avec cette idée-là toujours. Bien sûr. Et puis l'homme, si on va encore plus loin, l'homme peut se permettre de prendre moins soin de lui, tandis que nous, les femmes, on est quand même encore en 2025 obligées de répondre à certaines normes que la société nous impose. Donc forcément, les jeunes filles qui ne vont pas s'identifier dans ces métiers-là. Eh bien, il y a des progrès à faire. Merci beaucoup, Marion Denis, d'être venue sur le plateau. Je rappelle que vous êtes chef de projet de Vers le Haut. Et Coralie Deleforge, chargée de programme mixité de la Fondation C'est Génial. Merci à vous deux. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs,
Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Benjamin Vallière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Benjamin. Vous êtes ancien enseignant de français et surtout co-auteur aujourd'hui de la série Histoire de réviser. Histoire de réviser qui retrace en 4 minutes les événements qui ont marqué l'histoire de France. Alors je crois que c'est une période un peu particulière, hein. C'est de la Révolution, donc 1789, une date qu'on connaît à peu près tous, jusqu'au début de la Troisième République. On va regarder évidemment une bande-annonce et on en parle tout de suite. Vous confondez toujours Napoléon et Louis-Napoléon Bonaparte, ou vous pensez que ce tableau représente la Révolution de 1789 et cette femme exécutée pour ses idées, Louise Michel, Manon Roland ou Georges Sand? Ne bougez pas, on vous explique. Salut à tous, c'est Thibaut Icarius et bienvenue dans Histoire de réviser. Bon mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Louis XVI? On l'a rattrapé, on lui a coupé la tête, bref, l'ambiance est plus tellement au compromis. Retour le 22 mai 1885. Victor Hugo, lorsqu'il meurt, c'est une méga star. Le travail des enfants, lui, est interdit en 1874. Seulement en dessous de 12 ans, c'est pas encore ça. Merci l'histoire pour cette étonnante leçon de politique. À retrouver sur lumni.fr. Voilà, c'est Thibaut Icarius qui donc incarne cette série. On vous voit apparaître aussi à l'image. Enfin, j'imagine que c'est vous, si je vous ai bien reconnu. Formidable série qui cartonne donc sur la plateforme Lumni. Déjà, alors j'ai 1000 questions à vous poser déjà, mais bien sûr, comment a démarré cette aventure? Pourquoi avoir voulu faire cette série Histoire de réviser? Alors, sauf erreur de ma part, ça a commencé en 2018, je dirais, et c'est Lumni qui a contacté Goldenia Studio, qui est une boîte de production avec laquelle je travaille assez régulièrement, pour leur demander de faire une série qui, alors à l'époque, c'était pour le programme d'histoire des élèves de seconde, je crois. Et donc on a fait une première saison comme ça avec Manon Bril, qui est une youtubeuse spécialisée en histoire. Et quelques années plus tard, donc en 2024, Lumni a recontacté Goldenia Studio pour proposer de faire une saison 2. Et ce coup-ci, donc c'est avec Thibaut Icarius, qui lui aussi est spécialisé en histoire. Et ce coup-ci, on s'est focalisé sur le programme de première. Alors un programme de première, effectivement, parce que je parlais justement de cette période que vous retracez avec Histoire de réviser, de la Révolution en 1789 jusqu'au début de la Troisième République. C'est précisément pour cela que cette série a été conçue, pour ce programme-là en question? Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle le 19e siècle. En réalité, comme vous l'avez vu, c'est un peu décalé de 20 ans, mais c'est le 19e siècle historique. C'est-à-dire qu'effectivement, les historiens considèrent que le 19e siècle, pour eux, commence véritablement en 1789, lors de la première Révolution française, et puis s'achève en 1880, au démarrage de la Troisième République. Et donc, ça correspond au programme de première, et alors, si je dis pas de bêtises, ça correspond aussi à un programme pour les collégiens. Je crois que c'est celui de
quatrième, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc voilà, je sais qu'au collège, c'est déjà une période qu'on aborde. Ça correspond à la quatrième, en effet. Je le disais, effectivement, vous étiez enseignant de français avant, donc pas forcément spécialiste d'histoire, mais j'imagine que vous vous y intéressez. Comment vous vous êtes entouré pour créer cette série ? En fait, moi, je suis auteur sur pas mal de programmes audiovisuels et mon travail, c'est pas d'être spécialiste du sujet. Je fais de la vulgarisation. Et donc, moi, mon travail, c'est de prendre des informations et de les transformer en quelque chose de compréhensible pour tout le monde, pour des gens qui, justement, comme moi, ne sont pas spécialistes du sujet, et puis faire en sorte que ça soit agréable à regarder, qu'il y ait un peu d'humour, que ça soit dynamique, ce genre de choses. Et donc, systématiquement, quel que soit le programme qu'on fait, on est entouré d'experts. Là, en l'occurrence, donc c'est Bastien et Séverine Beverini, qui sont 2 enseignants en histoire, collège et lycée, et qui était donc Bastien était un de mes collègues en histoire lorsque j'étais encore professeur de français. Donc quand Golden Studio m'a proposé d'être auteur sur ce programme et qu'il a fallu trouver un expert en histoire, j'ai réfléchi un peu aux personnes que je connaissais et en l'occurrence j'ai contacté Bastien, je lui ai proposé, donc c'était déjà sur la saison 1, je lui ai proposé de travailler avec nous et on fonctionne comme ça. En gros, Bastien et Séverine m'envoient le contenu éducatif, on va dire le contenu pédagogique, c'est-à-dire toutes les informations importantes qu'il va falloir transmettre dans l'épisode et moi ensuite je me charge de transformer ça en objet audiovisuel, on va dire quelque chose de plus simple, de plus accessible pour tout le monde. Et ensuite, bien évidemment, Bastien et Séverine revisionnent, déjà relisent le texte que j'ai écrit, vérifient que dans ma volonté de simplifier les choses, j'en suis pas arrivé à faire des contresens ou à oublier des éléments importants. Et puis ensuite, même une fois qu'on a tourné l'épisode, ils revisionnent l'épisode, ils vérifient que là aussi on n'a pas fait d'erreur, que les légendes des tableaux qu'on a mis ou des cartes sont bonnes, etc. Histoire de réviser, évidemment, tout est dans le titre. On doute bien que ça s'adresse aux étudiants, mais ça s'adresse aussi aux enseignants ou même aux familles, aux parents qui peuvent travailler aussi avec leurs élèves. Oui, l'UMI.fr, c'est une plateforme qui est à la fois à destination des élèves et à destination des enseignants. On a eu pas mal de retours sur la saison 1 d'enseignants qui nous ont dit qu'ils utilisaient cette série dans leurs cours. Alors souvent, ils en diffusent 1 ou 2 épisodes et puis ils disent ensuite à leurs élèves d'aller les visionner sur la plateforme Lumni. Et au-delà de ça, quand il y a eu quelques épisodes qui ont été mis aussi sur YouTube, et là, pour le coup, on a pu constater que les commentaires étaient souvent faits par des gens qui étaient manifestement ni des élèves ni des enseignants, juste des gens curieux, des gens qui avaient fait des recherches sur l'histoire, qui s'intéressaient à ces périodes-là, qui étaient tombés là-dessus peut-être un peu par hasard, voilà, et qui avaient trouvé le format intéressant. Donc nous, notre objectif à chaque fois, c'est de faire quelque chose qui soit adapté à la tranche d'âge qui est notre cible prioritaire, mais en même temps qui puisse finalement correspondre un petit peu à tout le monde et que chacun y trouve son compte. Si vous ou moi on va voir cet épisode, on va pas dire oh bah ça me concerne pas, c'est clairement pour des élèves plus jeunes que moi. Non, c'est des infos qui sont intéressantes et dit d'une façon qui a priori parle un petit peu à tout le monde. Oui, alors effectivement, ça parle un peu à tout le monde, mais outre la forme, qui effectivement est vraiment propre à vous, qu'est-ce qui la différencie des autres séries qu'on peut retrouver, évidemment, à la fois sur les plateformes et sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a pas mal, effectivement, d'influenceurs, de youtubeurs qui proposent aussi des contenus sur l'histoire? Vaste question. Alors déjà, la différence majeure peut-être qu'il y a avec ce qu'on peut trouver sur les réseaux, c'est que on a eu un travail de fact-checking, c'est-à-dire de vérification de toutes les informations qui a été assez colossal. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, les experts en histoire qui nous suivent sont en amont et puis même après la production. Il y a des gens de chez Lumni qui ont vérifié les informations aussi. Icarius a fait travailler des experts avec lesquels il a l'habitude de collaborer pour qu'ils vérifient aussi les informations. Donc on est très très attaché au fait que ce qu'on dit est absolument exact, et ça pour le coup ça dépend probablement des comptes que l'on suit sur les réseaux sociaux, mais moi je vois passer beaucoup de choses sur les réseaux où je me dis bon, c'est à peu près ça, mais on n'y est pas tout à fait. Donc nous, on va dire, on a ce label de qualité en quelque sorte auquel on tient beaucoup. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, d'un point de vue plus visuel, il y a le fait qu'on tourne en extérieur.
C'est une des marques de fabrique de Histoire de réviser. La saison 1 aussi était tournée en extérieur. À chaque fois, on essaie de trouver des lieux qui sont importants. On a tourné à Versailles quand on parlait de Louis XIV. On a tourné à Paris à la maison de Victor Hugo pour les épisodes sur Victor Hugo. On a tourné à l'hôtel de la Marine. Dans la bande-annonce, on le voyait d'ailleurs, c'est un très beau bâtiment qui donne sur la place de la Concorde où a été exécuté Louis XVI. On a tourné à plein d'endroits de France. On est allé à Marseille, on est allé à La Rochelle, on est allé dans le nord de la France à Fourmies pour parler des révoltes ouvrières de Fourmies. Donc à la fois, c'est des lieux qui ont du sens et en même temps, visuellement, on trouve que ça apporte quand même quelque chose d'assez sympa parce que, mine de rien, ça reste quand même un programme scolaire, dans le sens où on suit véritablement le programme donc de ces classes de première, de seconde et de collège. Et on avait envie de sortir un petit peu finalement du cadre justement, voilà, de sortir un peu des bâtiments scolaires et d'avoir quelque chose qui soit pas tourné en studio ou pas tourné en fond vert et qui respire un peu. Donc c'est vrai qu'on tourne dans des endroits qui sont assez magnifiques et je trouve que c'est assez sympa et que ça contribue pas mal à rendre la série agréable. Vous qui avez été enseignant, je le disais, donc vous connaissez quand même bien ce monde-là, le rapport, le lien entre évidemment les élèves et le lien avec la matière en question. Puis en même temps, cette plateforme, l'Omni, qui est devenue vraiment une plateforme de référence, qui a cartonné aussi pendant le Covid et qui aujourd'hui reste une plateforme qui plaît toujours aux enseignants, aux familles, aux élèves. Le fait de combiner tout cela, vous pensez que c'est complètement complémentaire avec justement le programme que l'on fait aujourd'hui au collège ou au lycée? Pour nous, l'idée, et c'est pour ça qu'on a appelé cette série Histoire de réviser, c'est pas de remplacer ce qui a été dit en classe. De toute façon, ça serait complètement illusoire d'imaginer remplacer en 4 minutes de vidéo avec un jingle au début, des petites blagues, voilà. On peut évidemment pas remplacer ce qui aurait été vu en classe. L'idée, c'est de redire des choses qui ont déjà été vues, de réactiver des éléments qui ont été déjà étudiés et de les présenter d'une manière peut-être un peu différente, peut-être un peu plus visuelle, un peu plus marquante, je ne sais pas, peut-être avec des formules un peu plus punchy, voilà, et donc comme ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage circulaire ou spiralaire, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose et puis on le revoit, on le revoit, et c'est finalement par la répétition que ça finit par s'ancrer véritablement. Donc nous, notre idée, c'est vraiment ça, et c'est pour ça d'ailleurs que la série, la saison 1 et la saison 2, je crois toutes les deux sont sorties plutôt en fin d'année. L'idée, c'est vraiment d'aider aux révisions et de réactiver des choses qui auront déjà été vues. Merci beaucoup Benjamin Vallière. Donc la série Histoire de réviser retrace donc en 4 minutes vraiment les grands moments de l'histoire, les moments qui ont marqué la France, la Révolution. C'est sur donc la plateforme l'Omni de France Télévisions. Précipitez-vous. Merci à vous d'être venu de près ou de loin sur le Grand JT. On va tout de suite retrouver Guillaume pour sa chronique. Aujourd'hui, Guillaume, on va parler d'un sujet qui fait l'actualité, évidemment, en ce moment et qui est extrêmement complexe, cette guerre entre Israël et l'Iran. Prenons un peu de hauteur pour décrypter ensemble, si on y arrive, la situation au Proche et Moyen-Orient, notamment sur l'aspect nucléaire. Et pour cela, il faut revenir au début des années 2000, puisque l'Iran bien souhaitait tout simplement se doter de l'arme nucléaire et avait commencé à développer son programme. Sauf que face à cette situation, eh bien, en 2015, un accord sur le nucléaire iranien est signé avec 6 autres pays, dont les États-Unis et la France. L'objectif étant de limiter l'Iran dans son programme nucléaire. En échange de quoi, eh bien, les Occidentaux levaient les sanctions économiques internationales. Sauf que 3 ans plus tard, à l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis, ce dernier s'est retiré de manière unilatérale de cet accord et a imposé donc de nouvelles sanctions à l'Iran, qui de son côté a commencé à enfreindre progressivement les limites de cet accord. Et malgré plusieurs tentatives de discussion, eh bien, les travaux se sont poursuivis. Alors ça, c'était pour 2018. On est en 2025. Que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, depuis 4 jours, vous l'avez remarqué, les chaînes d'infos en continu, que ce soit en France ou encore dans le monde, suivent de près l'évolution de cette situation entre Israël et l'Iran, alors que les bombardements s'intensifient. Il faut revenir à jeudi dernier, où l'armée israélienne a lancé une opération militaire, Rising Lion, des frappes qui ont donc touché les centres nucléaires de Natanz et de Fordo dans le centre du pays, ainsi que les centres
de commandement de l'IRGC, le corps des gardiens de la révolution islamique, des raffinages d'énergie ou encore des usines. En tout, ce sont 16 installations qui sont détruites. Des frappes préventive. C'est ce que fait savoir notamment le gouvernement israélien qui dit avoir eu des informations comme quoi l'Iran serait sur le point d'obtenir la bombe nucléaire. Des frappes meurtrières, plus de 220 morts et plus d'1 millier de blessés côté iranien. La riposte, elle est directe justement de la part de l'Iran sur des infrastructures énergétiques israéliennes mais aussi des quartiers résidentiels avec un bilan de 24 morts et de 380 blessés. L'État hébreu est moins impacté car la plupart des missiles sont interceptés par le dôme de fer. Vous le savez, ce système de défense antimissile israélien qui est connu et qui est fortement utilisé. Mais alors, on va se poser ces questions. Quels sont les objectifs de ces deux pays? Écoutez la réponse ce matin sur France Info de Dominique Moisy. Il est conseiller spécial géopolitique à l'Institut Montaigne. Les deux pays ont des objectifs clairs. Depuis 20 ans, les Iraniens disent « nous voulons détruire l'entité sioniste ». Et ce discours extraordinairement dur a pour objectif pour le régime de Mollah, de rallier à lui l'ensemble du monde musulman. Oui, moi j'appartiens à une minorité chiite, mais en fait, je parle plus en votre nom que ne le font les régimes arabes sunnites. Eh bien, pour les Israéliens, disent moi je prends au sérieux vos propos, donc je pense que la meilleure protection pour moi, c'est que vous disparaissiez en tant que régime. D'un côté, on veut faire disparaître le pays, de l'autre, on veut changer le régime. Le nerf de la guerre, cette expression qui prend tout son sens justement dans ce cas de figure, c'est le nucléaire. Écoutez une nouvelle fois Dominique Moisy. Dans le cas d'Israël, ils disent nous ne pouvons pas vivre avec la menace de l'arme absolue possédée par un régime avec l'idéologie absolue à nos côtés. Et d'ailleurs, depuis 20 ans, les Iraniens disent qu'ils veulent mettre fin à l'entité sioniste. Du côté iranien, ce n'est pas le pays qui est en jeu, c'est le régime. Et donc, c'est l'idée que le régime ne peut pas survivre à une défaite absolue. Et là, il y a un point qui me paraît essentiel. Pendant 20 ans, les Iraniens ont dit l'arme atomique, en réalité, c'est la clé de la survie de notre régime. Et aujourd'hui, ce que les Américains et peut-être les Israéliens sont en train de dire aux Iraniens, vous ne pouvez pas survivre en tant que régime avec l'arme absolue. Donc si vous voulez survivre en tant que régime, il faut que vous renonciez à l'arme nucléaire. Guillaume, comment aurait fait Israël pour obtenir autant d'informations sur l'Iran et ainsi donc porter ces attaques que l'on connaît? Alors le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, recruterait, il semblerait, des agents locaux, mais pas que. Une nouvelle fois, écoutez Dominique Moisy. Les Israéliens ont une capacité de pénétration en Iran qui est exceptionnelle parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens d'origine iranienne qui parlent parfaitement la langue, qui se fondent dans le territoire, parce qu'il y a un niveau de corruption du régime qui est très grand, on peut acheter des gens, et parce que probablement il y a des opposants au régime qui trouvent que, collaborer avec Israël, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais il faut que ce régime tombe parce que depuis 2022, il est devenu littéralement insupportable. Et le fait d'avoir des espions, si je puis dire, au sein de l'Iran, aurait des conséquences, notamment pour le pays en tant que tel. Il serait affaibli, on utilise du conditionnel. Écoutez justement Dominique Moisy à ce sujet. Les Israéliens s'appuient sur deux réalités. Une réalité stratégique, l'Iran n'a jamais été aussi faible à l'extérieur, mais une réalité interne. L'économie est dans un état épouvantable, le régime est profondément impopulaire auprès de sa population. Maintenant, il y a la question du risque. Qu'est-ce qui se passe après? Imaginons que le régime iranien des mollahs tombe, qui va lui succéder? Est-ce que ce sera un régime libéral démocratique? C'est quand même une grande illusion. Il y a un risque que le chaos succède au mollah. Évidemment, le futur, on ne le connaît absolument pas. C'est une véritable inconnue pour le moment. En revanche, les réactions sont nombreuses. Un petit point, Guillaume. À commencer par le secrétaire général des Nations Unies, de l'ONU, Antonio Guterres, qui appelle à la retenue maximale et qui condamne toute escalade, tandis que l'agence atomique met en garde contre les frappes sur les installations nucléaires, mettant en avant les possibles conséquences graves potentielles. Emmanuel Macron s'est exprimé. La prolifération nucléaire iranienne constitue une menace pour Israël
et pour nous-mêmes. Et puis aux États-Unis, là aussi, Donald Trump réitère son soutien à Israël. Écoutez justement à ce propos la place des États-Unis pour Dominique Moisy. À Washington, on se dit, ok, vous avez décidé de lancer cette guerre, je n'étais pas pour, mais je me rallie compte tenu du succès que vous avez, mais maintenant, ces opérations militaires, elles doivent mener à la négociation avec des Iraniens en position de faiblesse et qui seront obligés d'accepter l'accord qu'ils refusaient hier. La négociation, c'est justement ce qui sera prévu dans les prochaines semaines, prochains mois peut-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, se sont réunis notamment les pays du G7. C'était au Canada, avec sur la table, bien évidemment, cette situation israélo-iranienne. Merci Guillaume. On va tous se retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Une des premières fonctions, une des fonctions essentielles de cet Internet des enfants, c'est le côté cours de récré. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas forcément vu ou analysé, c'était ça, c'est ce désir des ados de se retrouver, d'échanger, de faire des bêtises ensemble au besoin, totalement, un peu à l'abri du regard des adultes. Oui, de créer leur propre culture finalement. Leur culture, c'est ça. Et aussi de pouvoir déjà aussi montrer ce qu'ils savent faire. Je parlais tout à l'heure des attentats du 11 septembre, c'est pas pour rien. Il y a eu aussi juste avant les attentats dans le lycée de Columbine, la fusillade qui avait été quand même très très dramatique et qui marquait le début comme ça de ces school shootings. Donc en fait, début du 21e siècle pour les Américains, c'est une période qui est assez sombre, qui est assez compliquée pour les ados. Il y a la guerre en Irak qui commence à se profiler, etc. Et je pense que à ce moment-là, il y a un besoin un peu d'extérioriser, d'avoir une espèce de culture un peu de sale gosse et de pouvoir l'exprimer. Et en fait, à la télé, il n'y avait que South Park qui permettait de le faire, mais Internet, pour le coup, c'était open bar. On pouvait le faire un peu comme on voulait. Et donc, tous ces jeux vidéo, tous ces petits dessins animés étaient appartenaient à ce qu'on appelle la culture edgy. Donc avec un humour très sombre, très noir. Edgy, ça veut dire un petit peu à la marge. Voilà, sur la marge. Donc, et cette culture-là, qui a été vraiment une espèce de contre-culture finalement assez formidable pendant le début des années 2000, on a vu après, s'est mis lentement à dériver et à donner en fait naissance à la culture du trolling. Et pourquoi vous avez été interpellé justement après cette période Covid, notamment, quand on voit que l'industrie est repartie, vous avez dit tiens. Je vais vous donner peut-être un petit chiffre un peu global qui dit beaucoup de choses. Il y a aujourd'hui en France 74% des femmes qui n'ont jamais envisagé la possibilité de faire une carrière scientifique ou technique. Le mot important, c'est envisager. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne cherche pas à attirer tout le monde. On cherche à faire en sorte que... ouvrir le champ des possibles. Et puis, quand on parle aux industriels, aux managers, on dit la raison pour laquelle il pourrait être bien de féminiser un certain nombre de ces métiers scientifiques et techniques, il y en a au moins 3. Une raison éthique, évidemment, ouvrir le champ des possibles, et puis aussi faire en sorte que celles qui auraient cette vocation puissent le faire et que ce ne soit pas le parcours du combattant pour elles. Ensuite, une raison managériale, puisque les équipes mixtes sont plus créatives, sont plus efficaces. Et puis des raisons économiques, on a l'évoqué, on n'a pas assez de vocation. Le secteur marche très bien, il y a beaucoup de boulot, mais... Vous manquez de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre qualifiée. Un peu, ceci dit, c'est pas propre à l'aéro, c'est propre à l'industrie. Les métiers industriels sont un peu mal aimés mal connus et mal aimés dans notre pays. Et comment vous y prenez justement pour vous adresser à ces filles, puisque c'est l'enjeu? Écoutez, franchement, de toutes sortes de manières. Donc, c'est une présence dans les collèges et les lycées. Là, on s'adresse aux garçons et aux filles, mais il y a toujours un message pour les jeunes filles. Alors avant justement de parler, Mathieu, de révision, d'examens qui vont arriver là dans les prochains jours et les prochaines semaines, est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on sait aujourd'hui du cerveau des jeunes et notamment de la mémoire? Quels sont leurs grands mécanismes et comment elle fonctionne justement cette mémoire dans le cerveau? Le premier point à connaître général sur le fonctionnement de la mémoire, on pourrait dire, c'est les 3 grandes étapes qui valent évidemment pour les plus jeunes, les adolescents, les jeunes adultes qui vont passer tout un tas d'examens en ce moment, mais c'est évidemment les mêmes étapes tout au long de la vie. Donc c'est ces 3 grandes étapes qui sont l'encodage, le stockage et la récupération. C'est-à-dire l'encodage, c'est le moment où on enregistre l'information, on est en cours, on écoute ses professeurs qui racontent des choses, où on lit un texte par exemple, le moment où on enregistre l'information. Ensuite, on a
l'étape qui est appelée du stockage. Donc on garde en mémoire, ça peut être quelques secondes si on répète tout de suite après, et on espère au moins jusqu'à l'examen, et puis surtout après pour pouvoir s'en resservir. Donc ça peut être quelques jours, quelques mois, des années, évidemment, potentiellement. Et puis la dernière étape, c'est l'étape de récupération. En fait, on va récupérer en mémoire l'information. Cette étape-là, elle est importante parce qu'en fait, c'est cette étape-là qu'on met en jeu le jour de l'examen, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand on va rechercher l'information en mémoire. Donc toutes ces étapes sont importantes, on va les retrouver chez tout le monde, hein, quel que soit l'âge. Et si on doit donner un premier peut-être petit conseil sur ces étapes, c'est vous évoquiez la fatigue, d'être bien reposé, parce que pour bien encoder, pour bien enregistrer, il faut être bien reposé, bien être en forme. Le stockage aussi va être important avec le sommeil. On va parler dans ce moment, on va garder même de consolidation grâce au sommeil. Et Internet va permettre la revanche du timide, du faiblard, du fort en thème, du nerd. Exactement. C'est d'ailleurs, on peut même voir que Mark Zuckerberg avec Facebook a exactement utilisé cette même mentalité. C'est-à-dire que l'idée déjà, c'est qu'effectivement sur Internet, on peut réinventer son identité. On peut être quelqu'un de populaire, notamment par le biais de la technique, par la maîtrise de l'outil informatique. Donc déjà, c'est autre chose que d'être le sportif ou le bel gosse dans le collège ou le lycée. Et puis, il y a aussi la validation que les pairs peuvent nous apporter. Donc, c'est-à-dire que sur Newgrounds, les jeux, les animations étaient notés. Sur Facebook, on peut extrapoler quelques années après, le nombre de likes, le nombre d'amis va nous permettre de mesurer, de quantifier notre popularité. Et ce qui est assez incroyable, alors je pense que c'est pas forcément que aux États-Unis que ça arrive, hein, cette course à la popularité, elle est plus ou moins universelle, mais elle est effectivement très très présente aux États-Unis. Elle est très marquée là-bas. Et toute cette idée d'être celui qui est le plus vu de la cour de récré ou du campus aux États-Unis, ça s'est forcément retrouvé sur les plateformes empruntées par les enfants. C'est quoi l'Avion des métiers ? L'Avion des métiers, c'est une exposition que nous montons dans ce hall de 3000 m² avec les formations. Et au milieu, vous avez nos professionnels qui font des démos métiers. Alors, on a un stand métier du digital pour les ingénieurs cyber et autres. On a un stand métier peinture, métier usinage, montage, maintenance. On a 20 stands de métiers. 50-60 professionnels tous les jours qui se relaient. Et on invite toutes les écoles, ce sont nos invités, en journée professionnelle. En semaine, évidemment, les scolaires. Et on a près de 300 écoles qui vont venir, près de 10 000 jeunes avec les enseignants. Au final, ce sont les jeunes qui parlent aux jeunes. On a des professionnels de tout âge. On a quelques apprentis, évidemment, vous avez raison, c'est bien. On a les jeunes, sur les stands de formation des jeunes étudiants. Mais je reviens au sondage YouGov, dernier élément, on a quand même 46%, c'est moins positif ça, de jeunes interrogés, donc qui pensent encore que le secteur n'est pas fait pour les femmes. 46%. Donc ça, il faut qu'on progresse. Qui pensent, femmes et hommes qui disent non, c'est pas fait pour les femmes. Il y a encore le poids des préjugés. Oui, 46%. Et donc des clichés. Des personnes interrogées. Sondage YouGov, on a fait sur les 18-34 ans. C'est le même sondage qui était très positif pour l'attractivité de notre secteur finalement. Mais pour les femmes, on a, alors vous allez me dire, il y en a quand même 54% qui disent c'est ouvert autant aux femmes qu'aux hommes. Mais il y en a 46%, ce qui est quand même une forte proportion, qui pensent qu'on n'est pas ouvert aux femmes. Alors que tous nos métiers, évidemment, sont ouverts aux femmes, y compris en production, puisqu'il y a très peu de pénibilité, plus avec les nouveaux outils. On parle souvent de bonnes et de mauvaises formes de mémoire dans l'imaginaire public. Il y a la mémoire visuelle, la mémoire auditive, etc. Est-ce que ces catégories-là, elles sont validées par les sciences ? Ce sont des catégories scientifiques ? Alors, oui et non, on pourrait dire. C'est-à-dire que évidemment qu'il y a des informations qui vont arriver par différentes modalités. Donc ça, c'est le côté oui. On peut voir des choses. On a tous et toutes révisé, relu des textes, appris des schémas, etc. Donc ça, c'est visuel. On a des informations qu'on peut apprendre de manière auditive. Typiquement, les discours des enseignants qu'on a entendus avant. Ou montrer avant, par exemple, un professeur qui fait des TikTok, des vidéos. Il y en a qui font des podcasts aussi. On peut aussi apprendre par différentes modalités. Donc ça, c'est vrai qu'il y a différentes modalités, bien entendu. Par contre, c'est associé à un mythe très fort. C'est quelque chose qu'on appelle un neuromythe. Donc c'est des mythes sur le fonctionnement du cerveau, sur les apprentissages, qui est ce qu'on appelle des styles d'apprentissage. Donc il y a une idée fausse selon laquelle on a une modalité dans laquelle on apprend mieux.
Il y a des gens qui vont dire, moi je suis visuel, donc j'apprends mieux quand c'est en visuel, ou auditif, j'apprends mieux quand j'entends des choses. C'est une préférence. En fait, on peut préférer des choses comme peut-être que vous préférez le chocolat blanc, moi je préfère le chocolat noir. Ça ne veut pas dire que parce que je préfère telle chose, c'est meilleur pour ma santé, par exemple. Je peux préférer quelque chose qui n'est pas très bon. Plein de gens aiment la raclette, c'est délicieux. Pour la santé, je pense que des diététiciens nous diraient que c'est peut-être pas l'idéal. Donc là, l'idée de ces styles d'apprentissage, c'est que il faut éviter en fait d'apprendre que d'une seule façon, de dire je suis que visuel. L'idée, c'est plutôt de multiplier les sources, de multiplier les chemins de récupération. Plus on a de chemins pour aller récupérer, plus on a de chances de retrouver la chose qu'on a mémorisée. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. En régie aujourd'hui, à la réalisation, c'est Romain Luc, le son Thibaut Goury-Lafont, le maquillage Laure Audemont, Emma Ferré, Laura Gérard à la rédaction, Guillaume Buan avec nous, journaliste sur l'émission. On vous retrouve demain, même heure, sur School TV. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.